Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nugget pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la nouvelle série Mode et corps. Comment la mode montre-t-elle les corps ? Que disent les vêtements du rapport que l'on entretient avec son propre corps ? Comment appréhender son corps, l'apprécier, en prendre soin à travers ses vêtements ? Pour répondre à toutes ces questions, je me suis entretenue avec une coach sportive, des mannequins, une maman conseillère en images ou encore une psychologue. Et même si cette série est un pas de côté par rapport aux épisodes plus traditionnels sur les questions d'éco-responsabilité, elle me tenait à cœur car finalement le vêtement le plus durable, c'est celui qu'on portera des années et qui se cache déjà dans notre dressing. Pour le 4e épisode de cette série, je reçois Mégane Lemiel, psychologue et ancienne mannequin. C'est au cours de sa carrière de mannequin que Mégane a réalisé les dégâts psychologiques que ce métier pouvait créer. Elle en a elle-même été victime à coups de dénigrement de son corps. Aujourd'hui, elle soutient, à travers son métier, des mannequins sur le volet psychologie pour pallier le manque d'accompagnement de la profession. Avec Mégane, nous avons parlé de cabine d'essayage et de lingerie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mégane, merci beaucoup de me recevoir pour enregistrer cet épisode. Alors bonjour, on va débuter avec peut-être rapidement sur ton parcours, puisque tu as commencé comme mannequin ta carrière. Tu gardes ce que tu me disais à l'instant, mais on l'a pas enregistré, un pied dedans pour te tenir informé des actualités de ce milieu-là. Mais comment tu es tombée un petit peu dans ce milieu du mannequinat ? Alors, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Ouais. J'étais ado, moi, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais une grande cigogne un peu hors norme. Et il y avait un concours d'une grande agence de mannequins qui a chaque année dans ma petite ville à Bordeaux. Ouais. Et du coup, je l'ai fait pour me dire peut-être que j'aurais la validation des gens de ce milieu-là. Et au final, j'ai été prise dans les finalistes, sauf qu'ils m'ont dit reviens l'an prochain si tu perds du poids. Voilà, c'était à Bordeaux. Ça commence bien, dis donc. Voilà, ça commence comme ça. Donc zéro validation, pire que ça. On me dit que je suis en gros trop grosse. Ouais. C'était il y a combien de temps, juste pour resituer, à peu près ? J'avais 16 ans, donc 15-16 ans, donc Okay. ça fait plus de 15 ans. Ok. Voilà. Ça fait plus de 15 ans. Et il y avait ma mère qui était venue m'accompagner. J'ai fini en pleurs parce que, voilà. C'est pas quand on a 15-16 ans, déjà, on se construit exactement. psychologiquement, physiquement, et quand on te dit, non, t'es trop grosse, c'est marquant, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et puis surtout que quand on fait ce genre de concours, on a l'impression qu'on va être validé par ou non par des professionnels de la mode, dont des experts du corps, des experts de ce qui est beau, de l'esthétisme, voilà. Soi-disant. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets qu'on voit pas à l'enregistrement. Ouais, elle a bien fait les guillemets. Ok. Mais voilà, donc je commence comme ça. Au final, il y a quand même d'autres agences qui étaient là en repérage. Il y en a une qui m'a pris, qui m'a donné sa carte. Et je me suis dit, allez, on y va. Ils ont l'air beaucoup plus humains, beaucoup plus sympas. Donc là, ça me dit bien l'expérience. Et j'ai commencé avec eux. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont toujours dit, t'as pas besoin de perdre du poids, tout va bien. Et quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont envoyé dans des agences à l'étranger. Voilà, donc là, une fois qu'on a 18 ans, qu'on a le bac, c'est plus facile de nous envoyer dans des agences à l'étranger au niveau, on va dire, légal. Ok. Voilà. Donc, ils m'ont envoyé à New York, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et là, ça a été une année très intense de mannequinat à plein temps. Ah ouais. Première fois que je quittais le nid familial. Et au final, ça m'a pas plu de faire que ça. Je me suis dit, oula, dans quoi tu t'embarques ? J'allais pas bien du tout parce que
c'était pas ce dont je voulais faire. Ce que tu voulais faire. Et puis à 18 ans, on est encore jeune quand même. Hein. Exactement, on se construit toujours. On entre, c'est un peu surtout en France, à 18 ans, c'est là où légalement on est adulte, alors qu'on l'est pas forcément du tout. C'est souvent l'étape des premières fois dans la vie active, dans plein de choses. Et finalement, moi, je me suis dit, j'ai envie de continuer mes études, donc j'ai fait psycho, un master en psycho, et voilà. Ok, donc c'est comme ça que tu es devenue, c'est pareil, ça fait le lien avec l'autre question, psychologue. Avec quand même une petite spécialité sur ce que je voyais sur les métiers de l'image, donc mannequinat. Parce que c'est vrai que dans le mannequinat, on parle parfois, de tout ce qui est anorexie, boulimie, de harcèlement aussi. Enfin, j'imagine qu'il y a toutes ces problématiques-là. Toi, tu les as rencontrés. Enfin, tu en as rencontré des mannequins qui avaient ça, ou toi-même, tu as été confronté à des problématiques de ce genre, ou comment ça s'est passé Alors moi oui, ça c'est clair et net que dès que j'ai commencé finalement. Déjà quand on te dit à 15 ans il faut que tu perdes du poids, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de choses qui dans ce milieu paraissent normales et qui ne le sont pas. Et finalement c'est une fois qu'on sort un petit peu, qu'on peut prendre du recul, qu'on a la possibilité de prendre du recul, qu'on se rend compte de toutes ces choses. Alors moi, effectivement, il y a eu des formes de harcèlement, que rien que de passer toutes les semaines à l'agence et qu'on prenne tes mensurations et qu'on te dise, qu'on fasse la grimace, rien que ça, en fait, tu te dis, mon corps ne va pas, donc tu mets en place des stratégies. Moi, j'étais tombée dans l'anorexie aussi à un moment, j'en suis sortie, mais ça m'a pris du temps et surtout, j'ai pas eu d'aide de la part de n'importe qui du milieu, parce que les seules, on va dire, personnes qui pourraient écouter, les bookers, les agents, sont finalement soit les bourreaux, soit en tout cas les personnes qui ne valident pas ces choses-là. Donc on va pas se livrer à elles. Et d'ailleurs, c'est pas non plus des psychologues, donc ils sont pas là pour recevoir forcément la souffrance. Mais il y avait pas tout ça. Donc je me suis dit, il faut vraiment accompagner ces personnes-là. Aujourd'hui, dans les prises en charge, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres problématiques, notamment un grand manque de confiance en soi, et depuis le Covid, carrément une remise en question beaucoup plus profonde, parce que beaucoup de personnes se sentent usées, utilisées par le milieu, non reconnues, et il y a des personnes qui sont données presque, qui ont voué leur carrière au mannequinat, à ces métiers d'image, et qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations où elles peinent carrément à payer leur loyer, mais on leur dit d'être dispo à H24 presque, à des demandes de plus en plus bref, qui sont complètement loufoques. Ah ouais, non mais il y a des trucs, parfois elles reçoivent, et c'est là où ça me fait du bien de garder un pied dedans, parce que je me rends compte que c'est vrai, à 18h elles reçoivent un message, il nous faut une vidéo de toi où tu te présentes, où tu es en train de manger un yaourt, faut pas qu'on voit la marque, faut que ce soit éclairage, lumière naturelle, enfin le truc hyper dur à faire, avant demain midi. Alors soit on n'a pas de vie, effectivement on le fait très bien, on a une personne qui est disponible pour nous prendre, on a le fameux yaourt, on a tout ça, soit ça nous met en difficulté, et soit il y a quelqu'un d'autre qui prend le job, soit on se démène pour le faire, et c'est très chiant au quotidien. Stress, quoi. Ouais. Et ça peut paraître anodin, mais en fait c'est le quotidien des mannequins tout le temps, et c'est ça dont je me suis rendu compte qui était de plus en plus compliqué aussi. Okay. Et selon toi, pourquoi il y a ce manque d'accompagnement psychologique aujourd'hui, alors qu'on en parle de plus en plus quand même de ces problématiques-là? Pourquoi il y a un petit peu, il y a pas d'accompagnement psychologique, quoi? Alors ça a été ma grande question. Franchement, je me suis demandé pourquoi, en fait, parce que ça sert les mannequins. Si elles ont confiance en elles vont encore plus rayonner et cartonner finalement. Donc, alors il y a la charte LVMH Kering qui a énoncé qu'il y avait normalement des psychologues qui sont présents lors des défilés. Donc c'est une première en soi. Mais ça reste très obscur parce que finalement on n'a aucun compte rendu, et moi de ce que j'ai eu comme mannequin en accompagnement, en gardant la confidentialité, il n'y a pas forcément ces accompagnements-là qui sont faits et proposés, ou en tout cas vraiment ouverts. Ouais. Elles ne se sentent pas à l'aise forcément de faire ces accompagnements-là. Et c'est vraiment que pendant les défilés, donc c'est vraiment un cadre c'est quelques très semaines par an. Ouais, bien sûr. Pareil pour la médecine du travail, c'est nouveau. Il y a un accompagnement médical, une surveillance médicale un peu plus accrue qu'avant. Donc ça pourrait être pareil, l'opportunité pour les mannequins de se livrer, mais ça l'est pas non plus vraiment, parce que les professionnels ne sont pas formés à prendre en charge ce type de population-là.
Donc en soi, il y a tout à faire. Et après, quand moi j'ai interrogé les agences, quand j'ai interrogé les professionnels du milieu, ils n'ont pas forcément envie de cet accompagnement-là. Parce que, je sais pas, il y a une peur, et puis ils se sentent aussi légitimes, ils ont l'impression que les mannequins se livrent à eux, donc de faire ce travail de psychologue, de nutritionniste, de tout. Non, je trouve que... Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, le milieu n'est peut-être pas prêt à ce que les mannequins aient bien, je sais pas, voilà. Ouais, encore, il y a du, en tout cas, heureusement que tu as créé ta structure pour pallier ce manque, quoi, finalement. Donc, j'enregistre cet épisode dans le cadre de la série Mode et Corps. Et donc, selon toi, comment la mode montre les corps aujourd'hui ? Bon, c'est une question assez vaste, hein, mais on va essayer de la détailler après et de rentrer dans le détail. Mais de façon générale, comment ils sont montrés les corps des femmes, notamment dans ce milieu-là ? Il y a plusieurs façons de les montrer, les corps aujourd'hui, et finalement moi je trouve qu'elle est encore trop normée, cette façon de montrer les corps, alors que comme tu disais, on est plus informé, enfin on parle de plus en plus, mais en tout cas moi je trouve, si je devais, là il y a trop de corps normés, trop de corps finalement pas en bonne santé, parce que le poids de forme de ces corps montrés n'est pas respecté. On en parlera peut-être après, mais je reçois beaucoup de patientes qui me disent il faut soit que je maigrisse, soit que je grossisse pour être acceptée par la mode et travailler. Donc finalement, les corps qui sont montrés sont pas les corps entre guillemets naturels, puisqu'il y a un effort qui est fait de transformation, pour être montré. Ok. On va en parler justement, parce que c'est vrai que pendant notre premier échange, quand on s'était appelé, tu m'avais dit, je te parlais des questions de diversité, d'inclusivité dans la mode, et tu me disais, bah oui, c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup de mannequins qui disent soit elles sont jugées trop maigres, soit pas assez maigres, soit pas assez grosses, et donc comment on en a pu en arriver à ça, c'est-à-dire à demander un peu des extrêmes, soit d'être très maigre, donc de porter, je sais pas, du 32, soit de grossir pour rentrer dans ce côté un peu plus size, mais finalement, le côté, je fais du 40, 42, 44, ça n'intéresse pas. Alors que finalement, la majorité des Françaises font un 42, 44. Donc, comment on a pu en arriver là, quoi, à se déconnecter complètement, finalement, de ce qu'est le corps de la majorité des Françaises. Je parle pour la France parce que on connaît les chiffres. Après, j'imagine que selon les pays, ça différencie un peu, mais... Ouais, c'est fou, hein. Moi, je trouve ça incroyable que... Il y a 15-20 ans, effectivement, c'est des corps très maigres qui étaient valorisés. Aujourd'hui, justement, il y a des corps qui font du 44, 46, 48, 50, 52. Donc, on montre plus de corps différents, mais il y a toujours finalement la majorité qui n'est pas montrée. Et ça, mais je trouve ça incroyable. Les mannequins aussi, puisque finalement, elles rentrent. Il y en a beaucoup qui font partie de ces corps, entre guillemets, dans la moyenne, et qui ne sont pas représentés. Ouais. Et on leur demande soit de maigrir, soit de grossir. Et voilà, et elles sont dans ce questionnement hyper difficile. En gros, soit je mange plus, soit je mange moins, et je fais du sport à outrance. Enfin, c'est fou. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est parce que leur corps est trop dans la norme et qu'on a envie de voir des corps différents ? Franchement, je ne sais pas, parce que même les personnes qui créent les vêtements, les personnes qui sont derrière ces décisions de prendre tel ou tel type de mannequin, sont souvent aussi des corps dans la norme. Hein. Donc c'est ça que dans la norme, je veux dire, dans la moyenne, quoi. Oui, plutôt que dans la norme. Il n'y a pas de norme, mais juste la moyenne, c'est 42, 44 pour les femmes, quoi. Pourquoi ils choisissent, ils font toujours ces choix-là Je sais pas, c'est ça qui... Franchement, je vais pas donner de réponse parce que je trouverais ça... c'est pas... ma place de la donner. Moi, par contre, ce que je me rends compte, c'est que derrière, les mannequins, elles sont aujourd'hui, dans cette réalité-là, il faut maigrir, il faut grossir, quoi. Alors qu'avant, effectivement, c'était souvent il faut maigrir. Ouais. Bon, maintenant, il y a ce truc. Déjà, on montre un peu plus. Mais c'est pas normal d'avoir à changer son corps. Quoi. Je leur pose toujours la question. Là, actuellement, dans le corps dans lequel tu es, est-ce que tu te sens bien ? Comment tu manges ? Comment tu vis ? Comment tu dors ? Voilà. Est-ce que tu te sens belle ? Et il y en a qui me disent oui, sauf que je suis là ça va pas dans la mode, je bosse pas, donc va falloir que je change ce corps. Non. Ou alors au contraire, il y en a qui me disent là je suis assez mince et tout, mais au final parce qu'elle fait des restrictions. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas son poids de forme. Ouais.
Ouais, c'est fou quand même. Et donc c'est un peu parce qu'on parle d'inclusivité dans la mode de plus en plus, qu'on est de plus en plus inclusif. Finalement, on a l'impression que c'est un peu une inclusivité de façade, quoi. Que c'est un peu faux tout ça, parce qu'on demande aux mannequins de toute façon de changer leur corps, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ça sonne faux, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est que déjà, il y a eu cette mode de brandir cette tendance, le mot inclusif partout. Ouais. Mais inclusif, parfois, enfin, surtout par exemple si on prend le milieu de la lingerie, où là le corps est très montré, il y a eu cette volonté de montrer des corps avec beaucoup de formes, même de mettre en avant le bourrelet, la vergeture, ce qui est génial parce que ça avait jamais été montré. Ouais. Mais par contre, derrière, on va montrer ça, puis une nana qui fait un taille 32 avec un petit bonnet. On a l'impression que c'est plus devenu un outil de communication, ce corps, qu'une réelle volonté de bien-être finalement et d'avoir des corps qu'on a envie de montrer tout simplement. Voilà. En fait, finalement, de prendre les mannequins tels qu'elles sont sans leur demander de changer, quoi. Ça, si on arrive à ça, on serait dans une vraie, enfin en tout cas pas une inclusivité, mais juste dans quelque chose qui fonctionne correctement, quoi. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, parce que là, pour le coup, pareil, je garde un pied dedans encore pour l'instant, mais je me souviens encore récemment, avant que je sois enceinte, d'un casting où on m'a dit alors génial du haut, c'était pour un truc lingerie justement. Par contre, en bas, il va falloir que tu maigrisses. Sinon, en fait, on est obligé de prendre une nana qui est plus fine en haut et avec, plus ronde en haut, moins de seins et plus de hanches, en fait. Non. Mon corps, il est comme il est, quoi. Voilà, c'est mon corps, il est comme ça. Et malheureusement, en plus, j'ai dit, je ne peux pas changer mes hanches, en fait. Vous voulez que je me coupe voilà. Non, mais on en est là et c'est là où c'est aberrant, quoi. Vraiment. Et c'est fou que les marques et les décisionnaires ne se rendent pas compte, mais ça marche pas, en tout cas. Va falloir revoir un peu tout ça, quoi. Et c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser un peu plus tôt, mais finalement, lors des castings ou pour des défilés ou pour des shootings photos, comment sont jugés les corps? Enfin, sur quels critères sont jugées un peu les morphologies? Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est une bonne question et c'est peut-être là aussi où ça... Il va peut-être falloir changer les critères. En fait, déjà, c'est différent pour les défilés et pour les shootings. Ouais. Pour les défilés, encore aujourd'hui, on va regarder la taille. On prend quand même majoritairement dans les défilés des personnes plutôt grandes, avec des mensurations. Donc, on va prendre des mensurations très précises. Ça peut aller jusqu'au tour du poignet, selon les maisons. Tour de hanche, de poitrine, de taille. Et ces chiffres-là sont très importants parce que c'est des vêtements qui sont faits sur mesure presque pour le défilé. Donc ces mensurations-là vont être très importantes et surtout, ce qui est très dur pour les mannequins, c'est qu'elles vont devoir rester les mêmes jusqu'au défilé. Donc entre la prise de mesure et le défilé, il faut pas bouger, quoi. Voilà, c'est pour ça que les castings sont souvent faits peu de temps avant le défilé. Comme ça, il y a moins de chances que ça bouge. Voilà. Mais c'est super dur, quoi. Il y a des mannequins qui se retrouvent à manger très peu avant les défilés pour pas prendre un iota, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Pour les shootings, c'est un peu plus light, entre guillemets, moins militaire. C'est-à-dire qu'on va faire le casting, on va voir la photogénie. Comme pour les défilés, on va voir la façon de marcher, l'attitude et tout ça. Là, pour le shooting, souvent, il va y avoir 2-3 photos qui vont être prises pour voir comment la mannequin bouge, comment le vêtement lui va, parce que le but, c'est de mettre en valeur aussi un vêtement, une attitude. Et puis, parfois, on va prendre les mensurations. Parfois, on va juste mettre le vêtement. Moi, ça m'est arrivé quand même de me retrouver avec des vêtements limite à craquer ou à me rentrer le ventre pour fermer le bouton. Je sors de la cabine avec le vêtement. Et en fait, ils te regardent mais comme un ovni en disant bah non, ça va pas. Et puis tu te rhabilles et voilà. Okay. Donc c'est souvent très humiliant d'ailleurs pour les mannequins qui racontent ça. Voilà. Parce que c'est quoi ces détails? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme taille? 36, 30 Alors ça dépend. Ça dépend ce qu'ils recherchent, quoi. Voilà. Même si là, c'est vrai qu'il y a une évolution ces dernières années où on propose de plus en plus du taille 38. C'est une avancée en soi. C'est vrai. Voilà. Ah ouais. Mais oui, c'est souvent du taille 36. Et puis, suivant les marques, suivant les maisons, c'est pas... Ça taille pas exactement la même façon. Non. Ouais. Voilà. Ok. Donc oui, il y a encore du travail à faire sur les critères. Et d'ailleurs, ces prises de mesure et tout il y a beaucoup de gens qui assistent à ça. Enfin, je veux dire, c'est fait en public devant tout le monde. C'est comment ça se passe? Est-ce que c'est intime parce que on se met quand même à nu, quoi. Donc
C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on n'y pense pas du tout, mais parce que c'est pas parce que les mannequins, elles, entre guillemets, elles travaillent avec leur corps que leur corps appartient à tout le monde, quoi. Voilà. Donc en soi, souvent il y a des cabines pour se changer pour les essayages, pour les castings, hein. Mais après elles passent devant un jury, c'est comme la nouvelle star, quoi, hein. C'est au moins 4-5 personnes. Et par contre pour les défilés, il y a encore trop peu de cabines et franchement parfois elles se changent vraiment devant tout le monde. En fait leur corps est exposé. Il y a des personnes qui les habillent, mais c'est souvent des inconnus, donc elles se font toucher par 8 mains dans le temps du défilé, celles qui les maquillent, celles qui les coiffent, celles qui les retouchent, celles qui les habillent. Et en fait, elles n'ont pas le choix. C'est comme ça. Ça fait partie. J'ai pu assister à des défilés où en fait elles sont limite torturées, les filles, parce qu'on leur tire les cheveux, elles n'ont pas le droit. Et en plus, c'est ça qui est fou, c'est qu'elles n'ont pas le droit de montrer. Donc parce qu'il y a des photographes, parce qu'il y a des vidéos, parce qu'il y a le créateur qui arrive à ce moment-là. Donc en fait, elles s'habillent d'un masque sur leur visage. Où tout va bien, alors qu'en fait on voit très bien que le mec est en train de lui tirer les cheveux, ou qu'elles se sont pris un pinceau dans l'œil. Moi une fois je m'étais fait pincer la peau carrément entre il faut rien montrer. Avec la fermeture éclair ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça, fermer la peau. Donc c'est fou cette dichotomie entre la réalité et ce qu'elle montre. J'avais une question aussi, en tant que féministe, on dit souvent mon corps, mon choix, et on a l'impression quand même que finalement ça s'applique pas du tout au milieu du mannequinat, malheureusement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais là de ce que tu racontes, c'est un peu mon corps en fait, il m'appartient plus, quoi. C'est un peu mon objet de travail, mais ça en devient un objet et on fait pas attention, quoi, à la personne. Enfin, je sais pas si ma question est très claire, mais non, mais t'as entièrement raison, et t'as raison de dire carrément objet plus que outil de travail, hein, parce que quand on est cordonnier, on va travailler avec des outils. Quand on font n'importe quel autre métier, mais effectivement quand on est mannequin, c'est censé être un outil, mais finalement c'est souvent objectisé. Et c'est ça le souci, et c'est de là que vient l'aliénation, parce qu'il y a un don de soi, finalement, où on donne son corps, on sent son accord, finalement. Bon, enfin, il y a un moment où, quand on signe le contrat, quand on dit OK, les personnes oublient qu'elles peuvent toujours dire non, en fait. Non, j'ai pas envie de me changer devant tout le monde. Non, j'ai pas envie qu'on passe 4 heures à me faire les cheveux pour au final me dire qu'on va au lieu de me les avoir frisés, on me les fait lisses. Ah non, en fait, mes cheveux, enfin, des trucs où finalement souvent, elles oublient qu'elles peuvent dire non à un moment dans le processus parce que c'est leur corps. Alors, je parle pas, enfin, c'est encore pire pour ces questions-là de harcèlement, tout ce qui est question par rapport à la sexualité et tout ça, des agressions sexuelles qu'il peut y avoir. Mais le non se dit aussi à un moment juste, là, j'ai pas envie qu'on me touche, en fait. Parce que ça fait 4 fois qu'on me remet ça va pas, je sais pas, le soutif, le truc, voilà. C'est mon corps. Donc c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est oublié par les mannequins, c'est oublié bien évidemment par les professionnels, mais parfois juste parce qu'ils font pas attention. Je le vois souvent dans les backstage, c'est juste qu'ils ont pas le temps parce qu'ils sont dans d'autres réalités et ils objectivent vraiment le corps du mannequin parce qu'à ce moment-là, ils sont dans cette réalité-là aussi. Donc finalement, elle est là pour mettre en avant le vêtement ou le sous-vêtement ou quoi, et puis c'est plus une personne. Oui, c'est une œuvre d'art parfois aussi, ça peut être sublimé dans ce sens-là, mais ça reste un objet finalement, même dans l'œuvre d'art, même s'il y a cette sublimation, ça reste un objet et on oublie le côté humain derrière, quoi. Et d'ailleurs, je vais te poser cette question-là, du coup, je l'avais prévue pour un peu plus tard, mais je trouve que c'est en lien avec ce qu'on est en train de raconter. Donc, en plus d'avoir un peu un pied dans le mannequinat, d'être psychologue, tu réalises aussi des documentaires. Et il y en a un, donc tu en parles sur ton site internet, et c'est avec différents mannequins, et tu écris « Ce sont 6 guerrières de la mode qui se battent pour exister comme femmes, et pas seulement par leur image. » C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu dire par cette phrase-là ? Alors en fait, ces 6 femmes que j'ai rencontrées, voilà, justement, parce qu'elles ont un parcours hyper intéressant dans le mannequinat. Souvent, elles ont commencé très jeunes. Et je me suis rendu compte qu'elles ont construit leur identité beaucoup autour de cette activité-là. Et parfois en oubliant ou en se laissant plus vivre leur autre côté femme. Il y en a par
par exemple, qui carrément choisissent de ne pas devenir mères parce que leur corps pourrait être transformé à ce moment-là et donc finalement choisissent dans la balance plutôt le mannequinat, donc livrent leur corps complètement à cette image plutôt qu'à leur autre identité, leur autre partie elle s'oublie complètement. Quoi. Ouais. C'est une existence via le mannequinat et plus il n'y a pas vraiment d'identité propre, quoi. Ouais, il y a... Et ça, c'est quoi ? C'est parce qu'elles ont été vite... Enfin, c'est parce que très jeunes, elles ont commencé ce métier et au moment où on se construit, on construit son identité et donc une construction qui est un peu mise à mal par tous ces jugements, ou comment on explique ça ? Il y a plusieurs choses que... Déjà, il y a l'idée de dépassement de soi qui n'est jamais finalement... qui est à l'infini dans le mannequinat, puisque la validation se renouvelle à chaque nouveau casting, à chaque nouveau job. Donc il y a cette idée de dépassement qui s'est fait très jeune, à 16, 17 ans et jusqu'à aujourd'hui. Et donc elles vont tout le temps être à la recherche de ça en disant mais l'année prochaine c'est peut-être mon année, je vais peut-être encore plus réussir, sauf qu'elles se rendent pas compte qu'elles ont déjà réussi en fait, qu'elles ont déjà donné plein d'années au mannequinat, donc et qu'elles ont réussi à en vivre, donc c'est déjà une validation. Même juste la validation, elles l'ont eue, elles n'ont pas forcément besoin de l'avoir, mais elles la recherchent toujours. Une espèce d'addiction aussi à ça. Et comme tu disais, souvent c'est très jeune que c'est apparu, cette activité-là. Donc elles oublient un petit peu qu'elles peuvent exister autrement. Il y en a qui n'ont pas fait d'études parce qu'elles se sont données au mannequinat, donc elles n'ont pas eu le temps de faire des études. Donc finalement, aussi, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je fais à part le mannequinat ? Comment j'existe en dehors du mannequinat ? Qu'est-ce que je suis quoi. Donc souvent le travail aussi c'est ça avec ces mannequins, et c'est ce que j'ai voulu montrer avec ces guerrières, c'est que finalement elles essaient d'exister autrement. Elles essaient elles se cherchent. Alors il y en a une qui a fait sa marque de bonnet. Donc en fait elle a une activité créatrice en dehors, et on voit que elle est hyper épanouie avec ça. C'est un accomplissement en soi. Il y en a une autre qui justement a changé d'agence, qui est dans une agence un peu plus humaine. Donc pareil, se retrouver, dire non finalement à des dictats qui étaient trop durs pour elle, et finalement humainement aussi en règle générale. Donc c'est tous ces combats-là que j'avais voulu mettre en lumière. C'est intéressant. Et c'est vrai que finalement, est-ce que tu disais, le mannequinat, c'est un peu aliénant, et est-ce que ça réduit systématiquement les femmes à leur image, à leur corps ? Ou est-ce que quand même, parfois, on cherche un peu des personnalités ? Ou non, ça reste quand même de l'image et du corps ? J'ai envie de dire, ça dépend des marques, des maisons. Il y en a qui vont chercher de plus en plus l'identité. Je pense à Maison Cochet, par exemple, où il y a une vraie volonté de prendre pas que des mannequins, d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques qui font ça, qui vont se tourner vers des influenceurs. Et donc, ce côté personnalité, message, plus ou moins vrai, mais peu importe. Plutôt, un message plutôt qu'une esthétique et juste vraiment une photogénie et une façon de défiler, une façon de porter et d'incarner le vêtement. Mais c'est encore, je trouve, un peu trop timide. Et c'est dommage parce que mettre en avant une personnalité, une personne, un caractère, des valeurs... je trouve ça vachement plus chouette pour mettre en avant un vêtement derrière. Et les mannequins ont des choses à dire, et je pense qu'elles seraient prêtes à passer ce pas-là aussi, à se transformer, parce qu'il y a aussi ça, finalement, c'est qu'est-ce que je suis en tant que personne et qu'est-ce que je peux amener au mannequinat en dehors de ma photogénie. Donc ça peut être chouette. Et il y a quelques maisons qui de plus en plus commencent à le faire. D'accord. À prendre en compte la personne, la personnalité, au-delà simplement du corps, de l'image. Ok. J'aimerais bien qu'on termine aussi avec des questions un tout petit peu plus personnelles. Quelle relation, toi, tu entretiens aujourd'hui avec ton corps, et surtout comment cette relation a évolué ? Parce que tu es récemment devenue maman, donc j'imagine que ça a encore chamboulé la relation que tu as avec ton corps. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu de ça. Alors mon corps et moi, on n'a pas été très copains quand j'étais ado, parce qu'il a grandi très vite et moi j'étais pas prête, donc j'ai dit stop. C'était trop tard. Donc j'ai une poitrine, j'étais plus grande que les garçons, donc un peu stigmatisée à l'époque. Et puis ça s'est pas arrangé avec le mannequinat.
parce que même si j'ai trouvé entre guillemets des paires un peu aussi grandes, derrière il n'y avait pas la validation, enfin comme on disait, la validation infinie des professionnels, je l'avais pas tout le temps, donc forcément ça allait pas. Tu te remets en question, quoi. Ouais. Puis parfois quand on me disait que t'étais trop grosse, c'est encore pire. Et finalement, c'est en prenant du recul et en me détachant vraiment du mannequinat que j'ai réussi à me dire, mais en fait, tout va bien. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dysmorphophobie dans le mannequinat, où en gros, même si son corps est très bien, on va avoir l'impression qu'il est pas bien. Donc moi, j'ai fait un gros travail. Ça a été encore plus long que sortir de l'anorexie, c'était sortir de cette dysmorphophobie, avoir l'impression que mon corps va pas. Et une fois que je me suis rendu compte que tout allait bien, c'était gagné en fait, beaucoup plus sereine, apaisée, quoi. Beaucoup plus sereine, zéro culpabilité à faire ce que je fais, meilleure relation à la bouffe. Et là aussi la possibilité d'aider les autres par rapport à ça, en plus du bagage de psy. Et en devenant maman, finalement, c'est encore, je suis trop contente. De ce corps qui se transforme est génial en fait, parce que ce corps finalement, il crée un nouveau lien en créant un petit être. Vraiment, au contraire, moi, ça m'a encore plus apporté. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reçois différemment aussi les remarques des gens, parce qu'il y a aussi ça, beaucoup, on reçoit négativement quand on a une mauvaise relation avec son corps. Quand on dit dis donc, t'as encore perdu. Oh, t'as l'air fatigué, ton corps. Bah oui, mon corps travaille. Et oui, effectivement, il est fatigué. Et c'est pas grave, en fait. Parce qu'avant, c'était grave d'afficher un corps fatigué, d'afficher un corps pas en forme. Aujourd'hui, tant mieux, j'ai envie de dire, il vit mon corps. Ok, c'est bien d'avoir une relation apaisée comme ça, et surtout que la maternité est aidée, parce que parfois c'est pas forcément évident de voir ce corps changer. Et quelle relation tu entretiens avec la mode? Les vêtements aussi, mais la mode, que ça soit au niveau du milieu en tant que quand tu étais mannequin, ou même des vêtements de façon générale. La mode, pour moi, j'ai toujours vu comme une forme d'art. Et du coup, j'avais été un peu déçue ces dernières années, parce que je trouvais que on était moins dans l'artistique et plus dans justement dans le montrer, plus que dans le vraiment avoir une démarche artistique derrière. Et là, il y a quelques personnes, quelques artistes qui m'ont refait aimer la mode. Cette prise de risque, Esther Manas notamment, ce renouveau, cette façon de créer le vêtement, ça doit rester une forme d'art. Et puis après, pour le vêtement qu'on consomme entre guillemets, là moi je suis pro seconde main, pro tout ça, et je trouve qu'on développe ça d'une certaine façon encore aujourd'hui, peut-être trop timide. Mais la mode, la haute couture doit rester, pour moi c'est de l'art. Il faut que ça reste de l'art. Et toi, en tant que consommatrice, ça va être vraiment seconde main vintage à fond, quoi. Franchement. Pour des questions d'écologie ou économique aussi, ou un mix. De personnalité, parce que c'est différent des. En fait, c'est le tout départ, parce que ça fait très très longtemps que je m'habille en seconde main. J'étais étudiante, donc il y avait ce côté économique et ce côté je déteste porter ce que tous les autres gens portent. Vraiment, c'était cette volonté-là. Ça me saoule d'acheter un truc que je vais revoir dans la rue sur d'autres personnes, parce qu'il y a des choses très bien qui se font. Derrière aussi, je me suis rendu compte que le seconde main était souvent de meilleure qualité que les choses qu'on achète en fast fashion. Et je me suis dit, en fait, quel est l'intérêt d'acheter aujourd'hui des trucs en fast fashion? Et voilà. Donc c'est devenu une raison de vivre. J'ai convaincu des copines. J'adore chiner aussi. Moi, ça vient, mon grand-père faisait déjà ça. Chiner dans les brocantes. Il y a une relation aussi qui se crée. Un échange, un vêtement qui a déjà vécu et qui se passe d'une main à l'autre. Je trouve ça beau, en fait. Et je fais pareil avec les objets. Là, par exemple, les jouets de mon enfant, c'est beaucoup de seconde main. Et je trouve ça génial, en fait, cette passation aussi. L'objet, il ne s'arrête pas à une seule vie. On le voit, il est fait pour durer plus longtemps. Allons-y, quoi. Voilà. Et pour les vêtements, c'est pareil. Ok, génial. Et alors, la dernière question rituelle que je pose à toutes mes invitées pour terminer l'enregistrement. As-tu des modèles dans la vie ? Ouais, alors c'est une question un peu... j'ai pas un modèle défini, mais j'ai des personnes qui vont m'inspirer. Là, en ce moment, il y a Catel Pouliken qui a appris chez Marie-Claire la direction, que je trouve ultra inspirante par ses choix, par sa façon d'imposer les choses et de vouloir changer un petit peu justement cette vision de la femme.
Donc je trouve ça très très chouette et très inspirant. Ensuite, il y a le duo Esther Manas avec Esther et Balthazar que je trouve très inspirant aussi parce que ils ont été courageux, audacieux, ils n'ont rien lâché et surtout leur processus de création, je trouve ça génial, des vêtements qui soient modifiables, qu'on puisse justement, on a une grossesse, paf, on peut quand même porter la petite robe Esther Manas, je trouve ça chouette. Sans culpabiliser de porter un vêtement et je trouve ça génial qu'ils aient pu apporter ça à la mode, voilà, par exemple. Ok, génial. C'est quand même des beaux modèles. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à Mégane d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.